Tout d'abord, comme chacun, moi je vous remercie vraiment et je remercie Christine d'avoir fait appel à nous, d'avoir fait appel à moi de cette confiance. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai pas mis le mot sur le titre, je vais vous parler de s'inspirer du vivant tel que c'est en train de revenir peu à peu dans, j'ai envie de dire, dans le monde normal qui n'est pas normal, comme on en a parlé. Le mot derrière, c'est le biomimétisme, donc c'est s'inspirer du vivant pour redevenir durable. Et c'est effectivement un changement de perception. J'ai l'habitude de l'amener dans des cercles très différents de celui-ci. Dans des cercles, je disais à Elena ce matin, d'habitude je dois plutôt y aller un peu en guerrier pacifique bien sûr, mais en tout cas d'amener ça avec une certaine énergie. Et ici j'ai l'impression d'être dans un tout autre contexte. Ici j'ai vraiment l'impression d'être déjà en famille avec des gens qui partagent cette sensibilité, chacun à leur façon bien sûr. Et voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est vraiment aussi de l'écouter comme une façon, quand on vient de la science, comme quand on est beaucoup dans la rationalité, comme le sont l'essentiel de nos contemporains, comment essayer d'ouvrir des brèches en se servant du regard du vivant et du coup de nous amener jusqu'à la reconnexion, qui est le véritable sujet. Alors je vais commencer avec, d'habitude je le dis avec une petite parabole. Ça me fait drôle de le dire ici, mais voilà. Et je commence avec une question, c'est quel serait l'objet ou la créature qui reste le plus longtemps en vol autour de la Terre sans ravitaillement. Et j'insiste sur le sans ravitaillement. Je vous induis en erreur là, avec cette photo, parce que cet avion, si certains le reconnaissent, c'est un avion solaire. Donc lui, il triche, puisqu'il se ravitaille en vol. Donc, quel serait l'objet, la créature? C'est un oiseau. Sans ravitaillement. L'hirondelle, elle se ravitaille en vol. C'est comme... Bon, pour l'instant, comme on dit en science, c'est dans l'état actuel de nos connaissances. Et ça, c'est la barge rousse, qui est un échassier qui niche dans les toundras arctiques, qui est un oiseau assez commun, en fait, on peut voir sur la côte atlantique quand elle descend de l'Arctique vers l'Afrique, mais qui niche tout autour. C'est un oiseau, donc vous voyez, qui se nourrit sur les vasières, donc il ne peut pas se nourrir en vol pendant ses vols migratoires. À part ça, vous voyez que c'est un oiseau un peu classique, avec des ailes et pas une envergure particulièrement spectaculaire. Voilà, ça a l'air d'être un oiseau normal, à part son bec. Et pourtant, on connaît une population, ça c'est la population qui a ce fameux record, une population qui niche en Alaska, comme vous voyez, et qui descend en Nouvelle-Zélande d'une seule traite. Alors, pendant longtemps, on a cru que, très logiquement, elle s'arrêtait aux îles Hawaï, à Tahiti, enfin, toutes des escales intéressantes. Et en fait, pas du tout. Maintenant qu'on lui a mis des capteurs satellites, on sait qu'elle descend directement en vol battu pendant 10 jours. 10 jours de vol battu sans s'arrêter. Et ça fait à peu près 15 000 km. Alors jusque-là, c'est déjà une belle histoire. Là où ça devient plus mystérieux, c'est au niveau de ce qui se passe vraiment au niveau de son corps, au niveau de la chimie de son corps. Parce que traditionnellement, tous les oiseaux migrateurs font des réserves de graisse avant de partir, puisque c'est la substance du vivant la plus efficace en rapport poids-énergie. Et en fait, on s'est aperçu que la barge rousse, au bout de 7 jours, elle a épuisé toute sa graisse. Et pourtant, il lui reste encore 3 jours à voler et quelques centaines de kilomètres, même quelques milliers de kilomètres. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, son corps va commencer à digérer les muscles de ses ailes. Donc elle passe sur les protéines de ses ailes. Les muscles, c'est surtout des protéines. Et pourquoi elle peut le faire? C'est parce que comme les ailes avaient été dimensionnées, entre guillemets, pour le poids au départ, et comme elle a épuisé toute sa graisse, elle est plus légère, et donc elle peut se permettre de réduire le moteur. Et donc si on transpose, et ça pour moi c'est déjà la magie du vivant, je trouve ça absolument incroyable, ça veut dire qu'en gros elle désosse le 4e réacteur pour servir de carburant aux 3 premiers si on mettait ça sur un avion.
Alors je dis évidemment pas qu'on va faire des avions comme ça, c'est pas ça l'intérêt, mais l'intérêt c'est de voir cette finesse de la chimie du vivant, cette réversibilité, cette souplesse, qui bien entendu, elle est chez la barge rousse, mais elle est chez nous aussi. Hein, ça c'est toujours nous ramener à nous en tant qu'être vivant. En plus, elle le fait avec un certain esthétisme. Même entre le Concorde et la barge rousse, je préfère encore le même. Moins brillant. Voilà, alors le biomimétisme dont je vais parler, on dit souvent dans notre petit milieu qu'il y a 3 portes d'entrée. Alors aujourd'hui, je vais justement me centrer sur la porte d'entrée que d'habitude j'emploie avec le plus de prudence quand je vais chez des ingénieurs ou des managers, etc., qui est la reconnexion. Mais donc je vous parle quand même brièvement des 2 autres que d'habitude je fais beaucoup plus long. C'est l'aspect innovation du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est d'abord une approche pour innover. Et puis l'aspect ethos, comme disent les Américaines qui l'ont lancé, ou durabilité, donc vraiment, en fait l'objectif du biomimétisme au départ, c'est bien de trouver une nouvelle approche pour pouvoir nous remettre nous-mêmes en équilibre avec le vivant. Alors, très brièvement du côté de la durabilité, ça a été dit d'autres façons par notamment Michel Maxime et les autres. Voilà, ça c'est l'état de notre monde actuel. Si vous arrivez à lire certains, ça va depuis la courbe de population, le nombre de McDonald's, le trou d'ozone, l'exploitation des ressources minérales. Et vous voyez que toutes ces courbes ont la même forme, sont des courbes exponentielles. Si vous prenez le temps de les détailler, ça peut vraiment être assez impressionnant parce qu'en plus elles sont évidemment toutes liées entre elles. Au passage, en biologie, quand on voit une courbe comme ça, quand on voit une courbe de population comme ça, généralement, ça ne se termine pas par un plateau. C'est pessimiste, mais généralement, ça se termine plutôt par un crash. Donc à nous maintenant je dirais soit de nous préparer à l'éventualité du crash tout en essayant de le faire le plus plateau possible. On dit ça comme ça. Alors le biomimétisme, donc je vous donne la définition stricte, entre guillemets, c'est donc s'inspirer de la nature, s'inspirer des êtres vivants pour être durable. Je vais venir tout de suite à ce que j'entends par être durable. Mais en tout cas, ça part d'un principe très fort, c'est qu'il s'agit donc pour cela d'interroger nos anciens. Donc moi je vois toutes les autres espèces comme les anciens, puisque notre espèce est très jeune, et qu'on a là tout un cortège de littéralement de millions d'espèces qui ont des conseils à nous donner et qui, eux, s'ils sont encore là sur Terre, ça montre qu'ils maîtrisent la durabilité sur Terre, et ça tombe bien, c'est à ce problème-là que nous sommes confrontés. Alors la durabilité, qu'est-ce que c'est pour moi être durable? En fait, ce n'est pas polluer moins ou émettre moins. Être durable, c'est vraiment redevenir compatible avec la biosphère. Et là, je me réfère à ce que Jean-Eudes disait hier, c'est un petit peu les lois du vivant, c'est nous remettre simplement dans les cycles, et les cycles, c'est aussi une notion importante de ce changement de perception, les cycles et les flux, nous remettre dans les cycles du vivant, dans lesquels nous étions totalement insérés, et que nous sommes en train de maltraiter maintenant, et simplement de les réintégrer avec grâce. Alors si j'en viens au côté innovation, sur lequel je vais passer assez vite, je voulais juste vous donner quelques exemples un peu emblématiques, à la fois de ce qui existe déjà et de ce qui pourrait exister dans le futur. Le biomimétisme de base, c'est le biomimétisme de forme. Donc il va s'agir de s'inspirer de la forme d'un organisme pour être plus durable dans un domaine. Ici l'exemple, c'est un exemple qui a déjà été abondamment montré, que certains doivent connaître. C'est l'exemple d'un TGV au Japon qui passait dans énormément de tunnels, et chaque fois qu'un train rentre dans un tunnel, l'air est brutalement comprimé, il y a une hausse des vibrations, une hausse de la consommation d'énergie, etc. Et l'ingénieur qui a travaillé là-dessus, il se fait que c'était un ornithologue, un amateur d'oiseaux, et il a eu le réflexe biomimétique qui est de se dire qui, dans le vivant, a le même problème que mon train, dont je peux m'inspirer. Et il a pensé aux oiseaux plongeurs, qui eux aussi passent brutalement d'un milieu pas très dense, l'air, à un milieu beaucoup plus dense, l'eau. Il en a sorti les principes, vous voyez que la forme du train n'est pas exactement la forme du martin-pêcheur, pour pouvoir l'adapter à ce train qui maintenant, quand il rentre dans les tunnels, consomme à peu près 10 à 15% de moins en énergie. Alors je vous dis tout de suite, on reste là sur une forme, vraiment c'est le tout début du biomimétisme, parce qu'il va de soi qu'un monde avec des TGV partout, ça n'est pas durable non plus, même s'il consomme un petit peu moins. Donc on est vraiment là au début, mais il faut bien commencer quelque part. Alors derrière la forme,
il y a les matériaux. Et là, ça va beaucoup plus loin. Vous savez que l'essentiel de nos matériaux actuels sont basés sur la pétrochimie, sont basés sur des substances finies qu'on concentre et puis qu'on dilue et qui sont un petit peu perdues, et puis sont basés donc sur le pétrole, le gaz et le charbon. Ici, il s'agit vraiment d'aller visiter tous les matériaux du vivant chaque fois pour améliorer les nôtres. L'exemple que je vous donne sur ce slide, c'est l'exemple des panneaux solaires photovoltaïques qui font partie normalement dans notre imaginaire tout à fait de l'arsenal des technologies qui pourraient nous faire passer le cap. Et en fait, ces technologies, c'est à la fois basé sur une chimie chaude et sur un certain nombre de métaux rares dont on a donc par définition des quantités réduites, dont le recyclage est très difficile et très coûteux en énergie lui-même, alors que nous avons soulevé littéralement des panneaux solaires photovoltaïques qui font ce job depuis à peu près 300 millions d'années, que sont les feuilles. Alors, je vous ai pris quelques modèles. Ici, un modèle très ancien de panneaux photovoltaïques, les lichens, c'est pratiquement les premiers qui sont sortis de l'eau, en tout cas, il y en avait déjà dans l'eau avant. Ici, il y a des aiguilles de pin. Donc, vous vous rendez compte, ça, c'est des panneaux solaires photovoltaïques. Ça transforme la lumière en électricité, puis cette électricité est transformée, va être utilisée pour la photosynthèse, pour produire de la matière, mais la première étape est la même. Et puis voilà, il y en a encore deux feuilles ici beaucoup plus modernes, hein, ça a à peu près 30 millions d'années, à comparer à nos panneaux solaires. Donc on a encore une petite marge de manœuvre et des progrès à faire. Voilà, je ne vous en dis pas plus, si ça vous intéresse, on parlait dans les détails, mais j'ai envie d'arriver à la reconnexion quand même. Alors ici, toujours au niveau des matériaux, là je vais me permettre de le faire passer. Vous avez à droite de la fibre optique. La fibre optique, c'est quand même actuellement la base de la circulation de l'information qui nous permet aussi de développer notre intelligence collective à l'échelle de l'humanité. Donc pour l'instant, c'est quand même une technologie assez nécessaire. Et classiquement, nous les produisons à plusieurs centaines de degrés. Et en dessous, vous avez le modèle naturel de la fibre optique, bien que ça n'a pas été conçu pour ça au départ, je vais la faire passer. Est-ce qu'il y en a qui devinent de quel organisme il s'agit? Un peu piège. C'est pas un cocon. C'est dans l'océan, oui. C'est une éponge. Et plus précisément, c'est une éponge qui vit à 2-3 000 mètres de profondeur. Donc il vit en permanence à 4 degrés. Et donc il synthétise sa fibre de verre à 4 degrés. Et ça, c'est vraiment un axe énorme des matériaux du vivant. C'est forcément, le vivant synthétise ces matériaux, toujours à température ambiante, à pression ambiante, et dans un solvant qui est plutôt sympathique, qui est l'eau. Alors que nous avons tendance, nous, à faire notre chimie depuis 150 ans, à haute température, et ou à haute pression, et ou dans des solvants nettement moins sympathiques. Donc là, ça ouvre un champ de nouveau énorme. Il faut savoir qu'on sait déjà faire. Donc il ne s'agit pas d'aller récolter les éponges, évidemment. Il s'agit de faire des fibres comme les éponges le font. Et la technique est déjà maîtrisée et pour l'instant dort dans un tiroir, non pas par conspiration, mais simplement parce que ça n'est pas rentable. Quand vous avez déjà fait 150 usines comme ça, ben, vous devez d'abord rentabiliser vos usines et l'énergie est encore trop bon marché pour que ça soit rentable à l'heure actuelle. Donc l'énergie est trop bon marché, hein, je vous le rappelle. Alors ce qui est intéressant avec le biomimétisme des matériaux, ça va encore plus loin, c'est que quand vous avez une éducation d'ingénieur, on vous parle très très rarement du vivant. Et quand tout d'un coup on vous décrit le vivant comme un ingénieur pour un ingénieur, là il y a les yeux qui s'ouvrent et l'humilité arrive. Et ici l'exemple que j'ai pris, c'est les arbres. Les arbres, pour un ingénieur de base, je vais être un peu caricatural, c'est du mobilier urbain. Et quand vous expliquez comment fonctionne un arbre, entre la photosynthèse, la structure des racines, la circulation des fluides, etc., eh bien l'arbre devient vraiment un ancien qui conseille et qui transmet. Et là, on peut commencer à ouvrir les brèches, non seulement de l'inspiration, mais aussi de la reconnexion, y compris avec les esprits les plus rationnels et les plus coupés du vivant. Alors ça nous amène au troisième niveau du biomimétisme, qui est pour moi le plus important, et dans lequel on va retrouver une série de principes déjà énoncés par Jean-Eudes hier, qui est ce qu'on appelle nous biomimétisme écosystémique, où cette fois-ci, au lieu de s'inspirer des trucs technologiques, des formes ou des matériaux, on va aller un cran plus loin, on va s'inspirer des relations entre espèces qui font que les écosystèmes eux-mêmes sont à la fois adaptatifs et durables. Donc que ce soit des forêts, des marais, les océans, c'est tout ce réseau de relations. Et là, on est de nouveau typiquement dans notre changement de perception, c'est regarder beaucoup plus les relations que de regarder les objets séparés.
Et ça nous demande, je réinsiste, enfin, pas la dernière fois, de prendre nos cousins au sérieux. Hein, donc de sortir de nouveau de notre vision anthropocentrée, l'homme, le pinacle de l'évolution qui a tout compris, mais de se remettre dans cette humilité et de voir ce que nos cousins ont à nous apprendre. Alors ce qu'ils ont à nous apprendre, ça c'est une liste très simplifiée de ce qu'on appelle les principes du vivant dans notre jargon. Je vous laisse les découvrir. Ça fait liste un petit peu classique du développement durable et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on réfléchit au développement durable, on finit par trouver les mêmes principes que ce que les forêts utilisent, les forêts ou les récifs coralliens depuis des centaines d'années. Alors il y en a où on se dit, bon ça va, on a commencé à s'y mettre, mais il y en a pas mal aussi où vous voyez qu'on a encore du chemin à faire. S'approvisionner localement, à part la nourriture, où là il y a un sursaut, on est en train de faire exactement l'inverse. Utiliser l'énergie avec efficacité solaire à 99%, on a très très loin du compte, etc. etc. Je ne vais pas les détailler, encore une fois, si ça vous intéresse, on va en discuter après. Je vais aller tout de suite à celui qui est peut-être celui qui est la synthèse de tous, sachant que les principes du vivant, c'est systémique, ça ne se suit pas individuellement. Il faut essayer de les suivre tous, sinon, tous ou un maximum, sinon ça ne conduit pas à la durabilité. Et donc le principe de base, vraiment au-dessus de tous les autres, c'est la vie crée et entretient les conditions propices à la vie, dans lequel on sent vraiment la notion d'interdépendance. On en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vraiment le cœur sans doute du changement de perception, c'est de sentir cette interdépendance entre toutes les espèces, y compris la nôtre. Nous ne savons pas vivre sans les autres espèces, ça a déjà été dit, j'y reviendrai tout à l'heure encore. Alors du coup, ça nous ramène à cette notion du temps profond. Je vais illustrer avec une autre parabole que certains doivent déjà connaître, où l'exercice c'est de rapporter l'âge de la Terre, l'âge de la Terre c'est à peu près 4,5 milliards d'années, à une année, et de nous resituer dans cette histoire, pour regarder ça avec le recul à la fois des géologues, mais aussi des biologistes, qui sont très familiers de ce genre de dézoom. Donc si la Terre se forme le 1er janvier, la vie apparaît finalement assez vite, dès le 1er mars, sous forme de bactéries. Vous verrez, je vais encore vous parler des bactéries, c'est une petite chérie, les bactéries. Elles sont toujours là, et sans elles, nous ne serions plus là, même aujourd'hui, pas seulement parce que ce sont nos ancêtres. Et donc, du 1er mars au 2 septembre, la vie va être unicellulaire, essentiellement sous forme de bactéries, et les multicellulaires, donc les premiers organismes où des cellules vont se mettre ensemble pour former un organisme, n'apparaissent que le 2 septembre. Le 20 novembre, nos cousins, enfin au sein des vertébrés, nos cousins les plus éloignés, les poissons, seulement le 20 novembre. La vie ne sort véritablement de l'eau, à part quelques bactéries comme d'habitude, que le 27 novembre. Et nous sommes quand même, nous-mêmes, une espèce essentiellement terrestre, et comme vous savez, nous dépendons tous des plantes terrestres. On a encore eu l'illustration ce matin, on a mangé des plantes terrestres. Les mammifères dont nous sommes apparaissent le 11 décembre. Le modestement nommé Homo sapiens apparaît le 31 décembre à 23h54. Vraiment une jeune espèce. Et la révolution industrielle qui nous inquiète tellement, c'est la dernière seconde. Ah non, c'est bien. En fait, c'est bien, parce que ça veut dire que ça fait qu'une seconde qu'on a pris des chemins de traverse pas très sûrs. Et donc, pour moi, ça c'est la bonne nouvelle de ce calendrier-là. C'est la première bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça ne fait jamais qu'une seconde qu'on fait des bêtises. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a toute l'expérience de la vie depuis le 1er mars pour nous aider, si on sait l'écouter, si on sait aller la chercher, pour nous remettre donc en accord avec la biosphère. Alors le temps profond, je voulais donner un autre petit clin d'œil. Ça c'est une photo que j'ai prise près de chez moi ce printemps, à littéralement 500 mètres de chez moi à Bruxelles. Et c'est vraiment, c'est une fascination que j'ai. Ces crapauds, les crapauds c'est quand même une vieille espèce, hein, c'est là depuis plusieurs centaines de millions d'années. On est dans cette zone urbanisée de Bruxelles, la vie est dure pour les crapauds, je peux vous dire, mais pourtant ils sont toujours là et ils ont ce cycle immuable. Chaque printemps, ils se remettent sur ce chemin précis où je vais les photographier. Il y en a une centaine au sommet de la période de reproduction, ils sautent un petit peu partout. Et c'est cette espèce de constance et cet élan de vie qui est là et qui continue. Et nous, on a tout modifié autour, mais tant qu'ils sont là, eux, ils continuent. Et ça, c'est le temps profond aussi.
Alors ça c'est ma descendance et aussi celle qui m'a permis d'en avoir. Et je passe de nos descendants à notre arbre généalogique, parce que quand on pense à notre arbre généalogique, généralement on reste aussi un peu coincé dans les allez, si tout va bien, 1000 années, quand on a de la chance. Et moi je voudrais remonter un petit peu plus loin, rapidement, simplement pour vous rappeler que cet arbre généalogique, ce même arbre généalogique, si on remonte plus loin, il redescend, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'aux bactéries. Donc ça, c'est les grands groupes du vivant, les bactéries, donc, qui sont nos ancêtres, les protistes, qui sont aussi des unicellulaires, mais des unicellulaires déjà plus évolués, et qui nous ressemblent, en fait, qui ont la même génétique que la nôtre, dont les espèces, on en connaît peu, mais ceux qui nous sont utiles, c'est notamment ceux qui sont dans l'estomac des vaches et qui digèrent l'herbe. Les vaches ne digèrent pas l'herbe, ce sont les protistes qui digèrent l'herbe et les vaches qui digèrent les protistes. C'est des associations très courantes. Et puis il y a les champignons, qu'on connaît finalement mal, hein, on connaît juste la partie qu'on mange, je vais y revenir tout à l'heure. Les plantes, bien sûr, qui sont à la base de notre énergie. Et vous verrez que c'est une histoire liée à celle des champignons. Et bien sûr les animaux dont nous sommes. Et se rappeler vraiment, c'est vraiment notre arbre généalogique jusqu'au bout. Et là, moi, je remets une fois de plus les bactéries à la base et les bactéries en valeur. Soyons, quand on fait du transgénérationnel, posons-nous la question de cette furia qu'on a, particulièrement à notre époque, de vouloir tout désinfecter. Et tout désinfecter, c'est nier nos ancêtres et c'est lutter contre nos bactéries qui, la plupart du temps, on estime qu'il y a 1 à 2% des espèces de bactéries qui sont pathogènes. Toutes les autres sont au mieux inoffensives et la plupart du temps utiles. Alors ça me permet d'en venir à une leçon, mais clé des écosystèmes, c'est revisiter la loi de la jungle, revisiter les relations entre espèces, et je vais vous demander un peu votre participation. Donc A et B sont deux espèces qui vivent au même endroit, et on va caractériser ensemble le nom de leur relation. Donc quand une relation est positive pour les deux espèces, en biologie, vous vous rappelez comment ça s'appelle? Oui, symbiose, il y a des... Voilà, mutualisme ou symbiose, c'est l'exemple qu'il y a derrière avec les poissons clowns et l'anémone de mer. Une relation qui serait positive pour une espèce et neutre pour l'autre, ça c'est moins bien connu. Non, positive et neutre. Oui. Le commensalisme, très juste. Et le commensalisme, mon exemple favori, c'est celui que nous sommes dans la pièce, on est tous rentrés avec nos acariens, qui sont notre peau, et qui sont manifestement, qui ne nous ennuient pas, parce qu'on n'y pense même pas, on les a oubliés, maintenant on a su qu'ils étaient là. Et par contre, pour eux, c'est le vivre et le couvert assuré en permanence. Le McDonald's et le Sofitel réunis, c'est... Alors, neutre et neutre, ça c'est en fait en général quand les biologistes ont mal observé, parce que généralement il se passe toujours quelque chose, ça s'appelle de la coexistence, je passe vite, et les deux dernières lignes, plus et moins, parasitisme et prédation, waouh, quelle rapidité. Ça on connaît. Hein. Ça c'est les deux, ouais, ça on connaît mieux. Et alors le dernier, moins et moins, là ici ça va être soft, dites un peu, moins et moins. Non, prédateur on l'a déjà, c'est plus et moins. Prédateur quand même il anti-profil. Extinction, concurrence. Bon, je ne vais pas attendre plus, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est la compétition. Alors ici, la réaction va être soft. Quand j'emmène ça à HEC ou ailleurs, ça réagit plus. Donc la compétition, c'est négatif, dans le sens, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y en a un qui meurt à la fin, mais ça veut dire que on est à deux sur la même ressource, et donc ça coûte de l'énergie aux deux. Perdant-perdant. Pardon? Perdant-perdant. C'est perdant-perdant, exactement. Et donc, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que quand nous, on nous parle de la loi de la jungle, quand on nous a parlé de la loi de la jungle, on nous a surtout parlé des deux dernières lignes. Et en fait, de plus en plus, les biologistes se rendent compte que les deux dernières lignes, bien sûr, sont présentes, mais que la base des écosystèmes, c'est tout le haut du tableau. C'est plus, c'est la coopération et les symbioses. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Alors, c'est lié très fort à la notion d'innovation dans le vivant lui-même. Et je vais vous donner un exemple, je vais faire un petit peu appel à vos notions de biologie, qui est l'exemple des plantes. Alors on dit toujours, et je l'ai dit moi-même, les plantes, ce sont les plantes qui font la photosynthèse, qui font cette fameuse réaction qui nous permet de capter l'énergie du soleil.
Mais en fait, c'est pas vrai, ce ne sont pas les plantes qui font la photosynthèse, ce sont les chloroplastes. Et les chloroplastes, c'est la sous-cellule au sein de chaque cellule verte des plantes qui fait la photosynthèse. Mais les chloroplastes eux-mêmes sont en fait des descendants de bactéries qu'on appelle les algues bleues, dont certaines existent toujours hors des plantes, et qui ont, elles, inventé la photosynthèse. Et quand elles ont inventé la photosynthèse, elles sont devenues très intéressantes pour d'autres bactéries, puisque c'était des bactéries sucrées qu'on avait envie d'aller manger. Et à un moment donné, quelque part, il y a eu un deal qui s'est noué entre deux bactéries. Une bactérie qui se faisait digérer a dit non, non, tu ne me digères pas, je te livre mes sucres et tu m'abrites. Et comme ça, tout le monde est content. Ça a donné lieu aux algues, et ensuite les algues ont pu sortir de l'eau et donner les plantes, les plantes terrestres. Et ça permet maintenant de regarder les plantes d'une autre façon, c'est que la prochaine fois que vous regardez un arbre, dites-vous que c'est pas un arbre qui fait de la photosynthèse, c'est un aquarium à algues bleues. Les algues bleues ont trouvé un système pour sortir de l'eau en passant une convention avec les ancêtres des plantes. Et au passage, insister que du coup, donc nous sommes tous des bactéries plusieurs fois. D'abord parce que les multicellulaires sont des bactéries qui se sont assemblées pour former des organismes. Aussi parce que nous avons, certains ont vu ce film, il y a eu un film remarquable sur Arte il y a quelques mois, qui parlait de notre deuxième cerveau, où sont le fameux petit kilo de bactéries que nous avons dans l'intestin, et qui veille sur nous autant que sur lui-même d'ailleurs. Et donc on peut véritablement considérer que tous les êtres vivants vivent en symbiose avec des bactéries. Un être vivant stérile sans bactéries, ça n'existe pas. Et en plus, donc, on est en fait des colonies. Donc quand je vous regarde, je vois 10 fois plus de cellules bactériennes en nombre que de cellules humaines. Et en diversité génétique, c'est à peu près aussi le même rapport. Donc il y a beaucoup plus de diversité génétique dans nos bactéries que dans ce que nous sommes nous-mêmes. Ce qui veut dire que pour comprendre comment on doit fonctionner, le décodage du génome du vivant n'a pas suffi, il faut aussi décoder le génome, si du moins on veut aller par ces voies-là, des bactéries que nous transportons. Et qui parlait, excuse-moi, de déterminer le type humain selon le type de bactéries. Il y avait 3 grands types qui émergeaient dans ce film. Oui, et moi je me demande si c'est lié aux 3 grands types ayurvédiques. Ça n'était pas exploré dans le film, mais c'est pas un peu sûr. Ça s'appelle comment le génome et puis il y a... Ah oui, c'est le métagénome. Enfin, il y a plusieurs façons de dire, mais c'est le métagénome. Alors j'en viens à un autre point important sur la question de la coopération, c'est le lien entre coopération et abondance. Parce que dans l'époque où on est en train de vivre, on sait que les pénuries vont arriver, vous vous rappelez toutes les courbes exponentielles, et notre réflexe culturel à nous, c'est de penser qu'en cas de pénurie, on va se taper dessus. On va rentrer en hyper-compétition. Et en fait, ce qu'on observe dans le vivant, et ce n'est pas à généraliser à 100%, mais en particulier dans les communautés végétales, c'est que c'est exactement l'inverse qui se passe. En fait, la compétition, comme c'est négatif, c'est un luxe de situation d'abondance. Et quand vous rentrez vraiment dans la pénurie, vous ne pouvez plus vous permettre de faire de la compétition et vous rentrez en coopération. Et c'est ce qu'on voit en tout cas dans les communautés végétales. En particulier les plantes qui ne peuvent pas trop se déplacer. Mais voilà, quand il y a les années maigres, eh bien, le taux de collaboration augmente. Et donc, je ne suis pas en train de dire que ça va se passer comme ça automatiquement entre nous. Hein. Si vous regardez en Grèce, on a vraiment les deux choses qui apparaissent. Il y a des durcissements, il y a de l'hyper-compétition, on peut dire, quand on voit Aube dorée, etc. Mais il y a aussi de l'hyper-coopération avec toutes ces initiatives où les gens se prennent en main. Je repensais, il y a quelqu'un qui a parlé d'un village au Portugal, où sans doute les situations étaient les mêmes. C'est qu'en fait, hors de l'abondance, on collabore plus. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle de nous ouvrir à cela. Je vais en passer quelques-unes pour vous parler. Donc les énergies de flux, simplement rappeler que le vivant est uniquement branché sur le soleil, sur des énergies de flux et pas des énergies de stock, que sont le nucléaire, le gaz, le pétrole et le charbon. Merci. Voir la forêt, je ne précise pas quel type de forêt, Bernard, mais en tout cas toutes les forêts sont au minimum une toile de relation entre un nombre plus ou moins élevé d'espèces. Quand c'est vu par les scientifiques, ça peut devenir assez froid comme schéma, mais en tout cas c'est pour montrer à quel point c'est une toile d'araignée, sachant que ici elle est extrêmement simplifiée. Dans toute forêt il y a plusieurs milliers d'espèces qui se connectent entre elles.
Et il y a un réseau d'entraide en particulier que j'aime bien de raconter, qui est celui des arbres et des champignons. Alors les champignons, c'est bien connu, vivent souvent en symbiose avec les arbres. En fait, 80% des plantes au minimum vivent en symbiose avec des champignons. Le champignon, c'est la partie visible. La partie qui nous intéresse, c'est le mycélium, c'est le réseau qui entoure les racines. Et en fait, en gros, la plante qui, elle, fait la photosynthèse, livre des sucres aux champignons, et le champignon, lui, va récolter de l'eau et des sels minéraux. Ça, si vous voyez, c'est un petit pain qui vient de germer. Les racines vont jusqu'ici, et tout ça, c'est le mycélium. Donc ça augmente la surface d'absorption d'un facteur 10 à un facteur 100, c'est juste énorme. Ce qu'on a montré maintenant, c'est que cette association a inventé à la fois les allocations familiales et la sécurité sociale. Alors les allocations familiales, parce qu'un même réseau de champignons va se brancher entre des petits et des grands arbres de la même espèce, et les grands arbres qui sont au maximum de leur photosynthèse vont transférer une partie de leur sucre, non seulement aux champignons, mais aussi aux petits arbres. Et donc ça change de la vision qu'on a de la... Bien sûr, il restera une compétition entre les petits arbres, mais il y a aussi une véritable collaboration avec des grands vers les petits. Et l'autre aspect de la sécurité sociale, c'est que dans une même forêt, il va y avoir des arbres d'espèces différentes avec des exigences différentes, et le même réseau de champignons, encore une fois, lui ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il va être connecté à plusieurs arbres d'espèces différentes, et il va chaque fois tirer le maximum des sucres de celui qui est en pleine forme, mais il va aussi en passer à celui qui est dans une moindre forme parce qu'il fait trop sec, ou parce qu'il fait trop humide, ou parce qu'il fait trop froid. Et donc ça permet de voir la forêt d'une façon tout à fait différente, vraiment comme un réseau, et qui applique ces deux principes. D'abord, c'est que pour assurer ma santé, j'ai intérêt à veiller sur la santé des autres aussi, à veiller sur la santé de toute ma communauté, c'est quand même une très belle leçon. Et par ailleurs, en plus, dans les forêts, ça se fait sans ministre de la Santé. Ça ne se fait pas de façon centralisée. Ça, c'est une grande leçon des écosystèmes. Il n'y a pas d'écosystème centralisé. Il n'y a pas un arbre au milieu de la forêt qui récolte les informations et puis qui redispatche de l'information en retour. C'est de l'intelligence locale, en réseau, mais locale, qui prend des décisions à tout à l'heure et qui coordonne ces décisions. Alors, ça me conduit à une conclusion importante, c'est que du coup, face à notre crise, à la crise que nous traversons, nous ne sommes pas seuls. Toutes les espèces vivantes y travaillent elles-mêmes. Quand un arbre pousse et qu'il fixe du carbone, eh bien, il est en train de travailler avec nous. Donc, quelles alliances pouvons-nous mettre en place, renouveler ces alliances qu'on fait déjà depuis si longtemps, bien entendu, avec le vivant. Alors, j'en donne une un petit peu caricaturale, mais qui est un décloisonnement typique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'agriculture urbaine, c'est ne pas accepter que les villes soient un endroit inhospitalier, et c'est commencer à les rendre à nouveau hospitaliers, ça c'est à New York. Par rapport à ça, l'agriculture urbaine, en fait, toutes les plantes, si elles sont proches des échappements, tout ça, elles ne sont pas 10 fois plus toxiques. Mais justement, sur les toits, c'est déjà mieux, on pourra en reparler, mais il y a pas plus toxiques que celles qui poussent le long de nos autoroutes et qui sont sprayées aux pesticides. Voilà. Mais on peut aller un pas plus loin, et là je voulais brièvement l'évoquer, c'est qu'une façon de vivre maintenant cette alliance, c'est de préparer cette agriculture totalement indépendante du pétrole. Et là je vous donne l'exemple de cette ferme dont on entend beaucoup parler, de la ferme du Bec-et-Loing, qui travaille en permaculture et avec d'autres approches, et qui est vraiment en train d'avancer le plus loin possible vers un décollement du pétrole, et qui en même temps est un lieu, je peux vous dire, mais complètement enchanteur en termes de ce que ça procure. Quand vous rentrez dans un champ de maïs ou quand vous rentrez à la ferme du Bec-et-Loing, c'est pas du tout le même effet, je peux vous dire. Ça, c'est dans la serre, qui est quand même une partie relativement technique, mais où il n'y a quand même pas il y a très peu d'irrigation, et c'est une ferme qui fonctionne quasiment sans moteur à explosion. Mais vous voyez ici qu'ils reproduisent les principes des forêts, où on cultive sur plusieurs étages, sur 6 étages dans une serre. Les horticulteurs classiques qui viennent, ils sont juste scotchés. Et ça, c'est le reste du jardin. Il y a des arbres fruitiers dans tous les coins. Ils cultivent plusieurs milliers de variétés sur moins de 2 hectares. Et donc là, c'est vraiment un appel aussi à tous ces réseaux du vivant, à toute la diversité du vivant, à toutes les complémentarités. C'est où? C'est en Normandie. Et l'idée, d'ailleurs, l'idée qui est développée qui est poussée par le couple qui est là derrière, c'est de savoir que quand on n'aura plus la grande productivité, soi-disant, de notre agriculture industrielle, on va être de plus en plus à devoir recultiver. Il y a eu un rapport récent à l'Europe
qui parlait qu'à terme, on aurait besoin de 125 millions de paysans en Europe. Donc ça va nous faire un petit peu de boulot, mais avec, donc, comme vous voyez, des micro-fermes sur lesquelles on travaillera à beaucoup plus petite échelle, en alliance avec les autres espèces, avec le vivant. Alors je termine rapidement avec des petites touches à droite à gauche. Pour travailler nos alliances avec le vivant, se poser cette question, connaissons-nous nos voisins? Oui, je ne parle pas des mêmes voisins que d'habitude, mais étendez la notion de voisin aux autres espèces. C'est la première façon de se réenraciner et de reprendre contact. Ça, c'est une deuxième façon, c'est les plantes sauvages comestibles. Ici, c'est la bête de mer. C'est l'ancêtre de la betterave, mais qui est un légume absolument délicieux. Et puis, nos anciens, hein, les arbres, je ne vais pas m'appesantir, Bernard en a parlé avec beaucoup d'émotion. Ça, c'est un vieux chêne avec lequel on partage des ateliers de travail qui relient depuis 2 ans. Vous voyez, il n'est pas mort en fait. Vous voyez, il reste la branche là juste au-dessus de ma tête qui est encore vivante. Son énergie est très importante dans ces moments-là. Et puis je vous réinvite à sortir et à regarder toutes les façons, à regarder en se souvenant notamment, vous voyez que j'ai encore remis les bactéries, que sans ces bactéries autour de nous, nous ne serions pas vivants, c'est valable chaque jour. Et voilà, encore un petit texte qui insiste sur l'interdépendance. La vie sur Terre peut se passer de nous, c'est pas un souhait, hein, c'est un constat. Pouvons-nous nous passer d'elle? Eh bien non. Voilà une façon exprimée par un biologiste. Donc, dans la nature, les organismes particuliers n'existent pas en isolement l'un de l'autre. La vie, en tant qu'ensemble d'organismes, n'a persisté que grâce à l'intégration de l'air, de l'eau, du sol et des êtres vivants. Et en ce sens, la vie est une propriété des planètes plutôt que des organismes. Vous prenez n'importe quel organisme vivant, vous le mettez dans l'espace et il ne va pas rester vivant très longtemps. Petit conseil, sans oublier, dans les villes, ça a été dit, j'avais envie de le remettre. Et je voulais terminer avec un poème qui m'est très cher, pour les enfants, un poème de Gary Schneider. Les collines escarpées, les pentes des statistiques sont là devant nous, montée abrupte de tout qui s'élève alors que tous nous nous enfonçons. On dit qu'au siècle prochain, ou encore à celui d'après, il y aura des vallées, des pâturages où nous pourrons nous rassembler en paix si on y arrive. Pour franchir ces crêtes futures, un mot à vous et vos enfants. Restez ensemble, apprenez les fleurs et allez léger.